bonjour tout le monde. D'abord, merci pour votre attente. On avait quelques minutes de retard, mais toute bonne chose se fait attendre, c'est ça qu'on dit. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais nous inviter à juste prendre un moment pour qu'on puisse ancrer notre présence, nos corps, nos esprits dans le lieu où on est aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, en fait, le Grand Salon de l'Esplanade Tranquille à Montréal, lieu de rassemblement millénaire pour plusieurs peuples, plusieurs nations. Et je suis extrêmement reconnaissante d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'animer le dernier midi littéraire de la série 2024, collaboration entre l'Espace de la diversité et le Festival international de littérature, le FIL. Et j'ai encore plus le plaisir de l'animer avec ces trois merveilleuses personnes que j'ai à côté de moi. Laure Morali, Maude Veilleux, Maya Cousineau-Mollen. Malheureusement, Virginia Pessimapeo-Bordelot ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, mais ce sera pour une autre fois. pour une autre fois. Et d'emblée, j'inviterai nos invités à prendre la parole, à partager un poème. J'avais le goût de commencer comme ça, leur permettre de nous plonger dans leur univers. Alors, Laure, à toi. Ça va être des extraits de Orange sanguine, qui est mon second recueil de poèmes. Et je vais commencer par le prologue qui parle un peu de l'idée de transmission, puis ensuite 3 courts poèmes. Cette nuit, après avoir mis la dernière touche à Orange sanguine, j'ai revu mon grand-père en rêve. 21 ans que je n'avais pas touché ses mains fondues sous son sourire. Est-ce le pouvoir de la poésie ? S'enfoncer dans le silence, creuser le temps, recueillir les traces infimes de la présence des gens que l'on aime. À force de patience et d'abandon, guidée par la lumière de l'enfance, je rattrape la main qui me pressait un fruit rouge dans un verre à moutarde. Mon grand-père avait perdu son pays et me le rendait chaque matin en me faisant boire le jus de l'orange sanguine. Gage d'une vie de nomade et de résistant, il m'offrait la terre dans un fruit. On croit voyager, on prolonge simplement la route de ceux qui nous ont nourris. Le vent de départ qui me précède me ramène chez moi au poème. Écrire permet de faire circuler le souffle du monde dans l'enveloppe des mots, et comme les mots font partie de notre corps, la poésie aide à mieux respirer. L'autre entre dans le texte, notre regard se lave. À l'image d'une rivière peu profonde dont on voit le lit de sable fin, la légèreté fluide dépeinte par Bachot s'éprouve pas à pas avec l'intuition du temps et des frictions nécessaires aux rochers pour se changer en poussière soyeuse. L'écriture est le seul pays que je connaisse où il fait bon se sentir étranger. J'ai suivi la route, le fleuve, la feuille, le pétale, le flocon, l'écume, l'air, la libellule, le parfum de ma grand-mère, la lune, la glace, l'orange sanguine, sans savoir que j'étais en train de ramener mes grands-parents à la vie. Les orangers. Large épaule de guerre lasse, s'informe l'enfance, bercée par les silences qui tournent autour de la parole que l'on fait couler sans repos. Le poids des paupières ne trompe pas. Un pays baigne la peau. Quand je suis née, quand elle est morte, entre les deux, un seul visage. Les orangers des yeux de ma grand-mère, une sanguine mélancolie étouffée, à grandes brassées d'eau de Cologne. Un serpent à 2 têtes encercle notre poignet. Enlacé, je me noie dans l'amour. Merci, Laure. Bon, un mélange de poèmes plus récents puis de poèmes plus anciens. Écrire dans le noir, écrire dans mon appartement, écrire devant Internet, écrire avec mon chat, écrire. You do you, je te crise pas, j'aimerais inventer une forme, le poème rhétorique, celui qui règle des comptes, qui argumente comme dans le rap américain, avec une crew et des lance-flammes. Voici ma crew. C'est qui ma crew? Les filles se partagent leur maquillage autant que leurs croquettes de faux poulet et traînent sur elles des pharmacies parce que la vie n'est pas un espace sécuritaire et la prise de parole un défi.
Je regarde la nature. Assurément, je le regarde. Du balcon, j'observe la colonie d'oiseaux installée dans le mur de la galerie Nicolas Robert. Je me questionne sur leur rite funéraire. Des carcasses, je n'en vois jamais, alors j'imagine les murs pleins d'os et de becs en décomposition, les plumes et les coquilles d'œufs. À l'intérieur, les expos défilent et tout le monde s'habille peut-être chez Coss ou Sense, et les employés ne se doutent pas qu'au moment où ils reculent leurs chaises et déposent leur tête sur le mur après un zoom calé rintant, que c'est sur le tombeau des moineaux domestiques qu'ils se rechargent l'énergie. Les arachides aux épices du Sichuan m'ont fait plonger en moi-même. Je dois affronter ma peur, vivre sans peur, avec prophétie probable. Mon meilleur ami, je ne l'ai pas vu depuis novembre. Je rêve de lui la nuit, certaine qu'il existe encore. Nous ne sommes pas disparus, seulement absents un à l'autre. Mais mon meilleur ami et moi, avant, nous étions des mangeuses de pêche et de hamburgers sur le coin de Mont-Royal et Saint-Denis. Nous étions des jumelles de chemise, des poètes et des chialeux sous nos semelles identiques. Remplir la cuvette de sa toilette de produits à récurer, de bombes pour le bain, de poudre javelisante colorée. Y plonger les mains pour en faire une nouvelle vidéo virale. La pâte tourne au brun, au gris et au noir, c'est la synthèse soustractive des couleurs. Choose your side and choose your opponent. Choose wisely. L'araignée dans le coin de la douche mangera le poisson d'argent sous le tapis, et j'essaierai de ne pas les tuer sous la force des chimies du nettoyage. Soyons l'écosystème de paix de la salle de bain. Voilà. Bon, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, OK, merci. Premièrement, je m'excuse d'être en retard. Je ferai des plaintes à la mairesse et ses réparations. Je vais décrinquer 2 secondes parce que j'ai ça. Bon, oui, ben moi, ça va être un inédit. Ces temps-ci, en plus, je ne sais pas pourquoi. Pour tous les Indiens de service, ne te laisse pas séduire, car l'illusion trompeuse n'est pas ce que tu crois. Ne laisse pas les autres réduire ce chemin douloureux que tu prends. Ne laisse pas le mépris parler, c'est ignare de mauvaise foi. Ferme tes yeux, écoute la mélopée, lancinante, envoûtée, mystérieuse. Que le chant ancestral chuchote. Ressens la violence du pardon, la rage de tes larmes. Rejette l'humiliation de l'autre, celui qui ne te voit pas, toi, enfant du lichen. Nos règnes de respect, cette souveraineté libre, cette nature honorée. Ce que tu appelles hiérarchie, je la nomme œillère. Ce que tu appelles loi, je la ressens comme un fouet. Tu veux vraiment te réconcilier? Je t'invite à oser. Je ne suis pas un vide administratif à combler. Essaie de me voir autrement que ce que les livres d'histoire mensongers et opportunistes ont voulu faire de nous. Je suis tellement plus que ta préhistoire. Je suis tellement plus que tes préjugés. Je suis tellement plus que ton ignorance. Car je ne serai jamais ton chien. Je ne serai jamais un rapport, celui que tu enterres sous la poussière. Je t'invite à me respecter. Je t'ouvre le cœur de la poésie afin que tu comprennes tes illusions. Merci. Merci beaucoup pour ces lectures. Je pense qu'on se considère très choyé d'avoir accès, d'entendre vos voix diverses. J'ai encore oublié de me présenter. Alors, je me présente parce que vous voulez savoir qui vous parle. Donc, je m'appelle Irnai Tim, ou tout simplement Nai, parce que la moitié de mon nom n'est pas prononçable. Je suis professeure de littérature au collégial et, en fait, des fois timide, poète, mais surtout rêveuse. Rêveuse parce que je m'inspire des mots. En fait, la lecture a été pour moi un échappatoire dès mon plus jeune âge, et c'est pour ça que de m'entretenir avec ces personnes aujourd'hui, c'est un peu un rêve qui se réalise. Disons-le comme ça. Alors, je vais arrêter de m'encenser et parler des gens. Donc, voilà. Un petit mot juste pour rappeler à qui on s'adresse aujourd'hui. Laure Morali, elle écrit. Elle écrit beaucoup. Elle écrit des romans, des récits. Elle écrit de la poésie. Aujourd'hui, elle est là pour nous parler de poésie. Elle est aussi réalisatrice de documentaires. Elle anime des ateliers d'écriture, en fait des anthologies. En fait, son œuvre est immense, donc son corpus d'œuvres est immense, si vous voulez vous intéresser à ce qu'elle fait.
et originaire de Bretagne. Elle vit aujourd'hui à Montréal. Maude Veilleux est originaire de la Beauce et habite aussi maintenant à Montréal. Comme quoi Montréal attire tout le monde. Elle est l'autrice de 5 recueils de poésie et de 2 romans. Intéressée par l'écriture de l'intime, Maude Veilleux aborde dans ses œuvres les enjeux de médias sociaux, d'écriture de soi et d'identité narrative. On a décrit son écriture comme impudique et troublante. Maya Cousineau-Molène. Maya Cousineau-Molène, Innu originaire des Conchites. Elle est adoptée de façon traditionnelle par une famille québécoise choisie par sa mère biologique. Elle est engagée dans son milieu et aujourd'hui travaille à l'Université de Montréal comme Conseillère principale. conseillère principale aux Relations avec les premiers peuples. aux relations avec les premiers peuples. Je ne voulais pas te donner un titre mensonger. Petite fille du célèbre Jack Monoloy, Maya écrit de la poésie depuis l'âge de 14 ans. Elle a publié Bréviaire du matricule 082 et Enfants du Lichen, tous deux récompensés, notamment par le prix littéraire du gouverneur général en poésie. Première question pour vous, en fait, pour plonger dans vos œuvres, parce que, mais aussi dans votre pratique. Laure, tu écris des récits, des romans, de la poésie. Je l'ai dit il y a 2 secondes. Maud, tu as écrit des romans aussi. Tu fais de la poésie. Tu as aussi fait de la performance. Et Maya, tu as écrit un conte de Noël. Et ton dernier recueil de poésie vient d'être traduit en anglais. Dans le fond, qu'est-ce qui finalement vous mène vers la poésie? Parce que on le voit, vous avez des pratiques diverses et différentes. Donc, pourquoi? Pourquoi le choix de la poésie? Et là, je nomme personne, c'est vraiment la première qui veut répondre. Peut-être qu'écrire de la poésie, c'est mieux que frapper. C'est mieux que d'être toujours en colère et d'être dans l'agressivité et le militantisme trop fort. Parce que je remarque depuis quelques années, je m'avancerais en disant peut-être que 90% du personnel autochtone qui travaille dans le monde des Premières Nations ne le fait peut-être pas par passion, à part peut-être ceux qui défendent la langue. Mais le font parce qu'on n'a pas le choix. On est toujours en train de combattre quelque chose. On combat le gouvernement, on combat les revendications territoriales, on se combat entre nous, on combat tous ces systèmes qu'on nous impose, la loi sur les Indiens, même entre associations autochtones, on va se combattre avec les gouvernements provinciaux. Justement, ici, on en a un de choix. Et donc, parce qu'on n'a pas le choix si on veut conserver notre identité, si on veut préserver nos enfants de l'assimilation, si on veut préserver nos territoires de l'inondation, même si des fois c'est plus difficile qu'on pense. Donc, on emprunte des chemins, mais c'est vocationnel. Donc, si je fais quelque chose par passion, je m'occuperai de chevaux. Mais ce n'est pas ça que je peux faire, je dois défendre les miens. Donc, et la poésie est un médium non intrusif et qui permet d'établir un dialogue sans qu'on se crêpe le chignon. Voilà. Maud, pourquoi la poésie? Parce que toi, tu y reviens, en fait, à la poésie. Oui, ben j'y vais et je quitte et je reviens et je bouge comme ça. Mais tu sais, la poésie, ça reste toujours assez présent. Ça m'a parlé beaucoup, ce que tu as dit. J'ai l'impression qu'il y a un truc, qui est un moteur d'écriture pour moi qui est aussi la frustration. Puis, je pense que, oui, dans des moments où il y a plus de colère, c'est plus facile d'écrire. Mais il y a aussi tout un rapport à la temporalité. Le roman, c'est un temps long, ça demande de s'asseoir et puis d'écrire des phrases avec plusieurs mots, mais pas obligé, mais entre autres. La poésie, je trouve qu'il y a un truc avec la vitesse et puis qui fonctionne bien avec mon cerveau. Donc, quand je suis en déplacement, quand je marche beaucoup, donc, l'hiver, j'écris moins de poésie parce que je suis écrasée dans le divan, puis c'est pas là que j'arrive à écrire. L'été, quand je marche, je les écris sur mon téléphone ou en voiture, ou je sais pas, si j'avais une moto, peut-être que j'inventerais un système pour écrire de la poésie en allant vite, là, mais oui, ce serait très dangereux, mais vive le danger, parfois. Mais oui, donc c'est tout ça, c'est ce rapport-là, temporalité, frustration, je pense, qui décide du médium pour moi. Oui. Ouais. Pas besoin d'applaudir. Oui, en fait, si vous voulez, on peut applaudir une fois à la fin. Non, mais t'imagines toute cette vaisselle que tu as sauvée? Ben oui. Laure, pourquoi la poésie?
Je veux plus parler d'aujourd'hui que quand j'ai commencé, parce que c'est sans doute pas exactement la même chose. Mais pour moi, la poésie, c'est un langage qui est exigeant, qui prend du temps. J'ai un rapport plus à enlever. J'épure beaucoup, j'enlève, jusqu'à trouver le mot juste, celui qui va m'apprendre quelque chose. Et par rapport à la transmission, comme j'ai lu des textes tout à l'heure sur mes grands-parents, je pense que la poésie m'aide à révéler ce qu'on ne m'a pas transmis. Donc, de creuser dans le langage pour trouver quelque chose qui était dans le non-dit, ou dans le non-transmis, ou dans le non-raconté, ou dans ce qui a été perdu et qu'on ne veut pas évoquer. Et comme il y a absence de parole, c'est grâce au poème que je peux retrouver ces zones-là de mon histoire, de l'histoire de ma famille, et des sagesses peut-être perdues quelque part que la poésie permet de restaurer dans mon histoire. Merci. En fait, en lien avec la thématique d'aujourd'hui merci, que tu as mentionné, Laure. Aujourd'hui, on se rassemble sur la thématique de la poésie et la transmission. Écrire pour transmettre notamment la sagesse des aînés, les générations qui nous ont précédé, la poésie comme un moyen aussi de léguer notre propre vécu, nos propres luttes. Donc, j'en arrive à vous poser la question de à qui on transmet? Parce qu'on se dit toujours, je pense qu'on cherche à transmettre quelque chose, mais à qui on s'adresse, pour qui on le fait, à qui on laisse ces mots-là? Je pense à tous ces pauvres étudiants qui sont obligés de m'étudier. Vous pouvez trouver mon livre à très bas prix, 5 $ sur Marketplace, les deux. Déjà à noter. À noter. Oui, déjà à noter. En fait, c'est mes parents qui m'ont beaucoup incité à écrire parce que je pense qu'ils savaient que pendant un certain temps, je serais peut-être dans une cage. La crise d'Oka a essayé de consolider tout ça. Mais mes parents québécois étaient des gens qui avaient beaucoup de caractère et beaucoup de connaissances. Donc, ils m'ont initié à la lecture assez jeune. Puis mon père me disait souvent « écris, écris ». Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la poésie au secondaire, ça a été pour moi un exutoire parce que c'était une époque, l'adolescence, c'est tellement une période intense à vivre puis à survivre aussi, qu'il y avait juste la poésie qui me permettait d'adoucir certains coins et aussi de survivre à certains suicides, on va le dire de même, pour avoir essayé quelques fois. Mais je le dis, je ne suis pas en mode victime, je suis plus en mode en calvaire ces temps-ci avec tous les articles qui sont sortis dans les journaux pour raviver le feu. Et puis aussi, je ne sais pas, c'est pas tant, je me rends compte que c'est pas tant les miens qui me lisent. Maintenant, ça commence un peu. Je ne sais pas si, peut-être qu'Yvette pourrait m'en dire plus, mais la poésie et le sens qui l'habite, tu sais, je vais dire, des fois, on touche du second degré, du troisième degré, puis c'est peut-être pas quelque chose qui est encore familier dans la langue Innu, qui va toucher les lecteurs, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai surtout faite pour les non-autochtones, puis je crois que ça marche. C'est une manière de s'insinuer dans votre imaginaire, puis de vous intéresser à ce qu'on vit ou à ce qu'on survit. Et voilà. Merci. Maude, pour qui écris-tu? Moi, j'ai tendance à écrire en imaginant des personnes assez précises. J'ai écrit beaucoup en pensant à mes éditeurs à l'écrou, aux autres poètes, beaucoup des poètes femmes aussi que j'appréciais, qui étaient des poètes de ma génération, comme Marjolaine Beauchamp, Marie Darcigny. J'écrivais beaucoup en ayant en tête cette petite communauté qui était beaucoup dans les micros ouverts il y a 10 ans. Catherine Camilla-Rose, excuse-moi de te nommer, là, mais qui a quand même structuré un underground. Donc, j'écrivais aussi beaucoup en pensant à elle. Mais ensuite, c'est vrai que le livre, il se déploie un peu. Bien, en fait, on espère, là, pas toujours, mais des fois, il sort un peu de nos réseaux, puis ça fait du bien. Donc, je sais pas, je pense que j'essaie d'écrire pour les personnes qui ont de la difficulté, qui se sentent un peu tout le temps à côté de la plaque des choses. Et puis, bien, comme moi, dans le fond, j'essaie juste de... que finalement, je le fais juste pour moi, pour une version de moi du passé qui aurait été tellement rassurée, peut-être, par
de trouver ce livre-là. Puis là, tranquillement, mais là, j'ai des nièces. Moi, j'ai pas d'enfants, j'en aurai pas. Mais j'ai des nièces, un petit neveu, et puis j'essaie de penser à eux, mais ça change tout mon rapport à la poésie parce que mes poèmes débridés de sexualité et de drogue, j'aimerais pas qu'ils tombent entre leurs mains. Pas tout de suite. Mais certainement pas tout de suite, mais en plus, ma nièce, elle est tellement curieuse. Puis là, excusez, je veux chier tout le temps, là, mais elle a commencé à me googler, puis là, elle a vu des lectures de l'écrou sur YouTube. Et puis là, je suis comme, non! Puis j'avais fait un vidéo-poème à l'époque où je me mets tout nu en me disant poème. Puis là, je veux pas qu'elle voit ces choses-là, ça a juste 10 ans. Mais bon, là, je sais pas comment jongler avec tout ça. Donc, ce qu'on transmet aussi, des fois, c'est des choses qu'on veut peut-être pas transmettre, là. Puis ça, ben, j'essaie d'y penser tranquillement. Mais, Puis, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que ce qu'on lègue ou ce qu'on laisse aller après en liberté dans nos textes, c'est quelque chose qui est le passé pour nous. Ouais. Parce que souvent, je vois des gens qui soit me lisent ou qui m'ont entendu lire puis qui vont pleurer. Et une partie de moi est comme étonnée, tu sais. C'est sûr qu'au moment de l'écrire, j'ai ressenti cette émotion-là ou cette colère ou tout. Et quand je vois les gens arriver avec ça, ben, il faut que je me mette en mode, tu sais, je suis étonnée, là, mais je suis en même temps touchée. Ouais. Ça te ramène un peu à ça. Puis des fois, mais, je veux pas. Mais je sais pas si ça te fait cet effet-là aussi, à toi aussi, ça peut te faire ça. Mais des fois, moi, c'est comme régler cette question-là dans ma tête, comme je l'ai écrit. Puis là, je me dis, ah non, mais ça, c'est passé, là. Voyons que vous êtes encore là. Puis là, il faut que je me parle à pas avoir une frustration d'être obligée de faire ce voyage-là dans le temps, à revenir en arrière dans mes émotions. Alors, tu le mentionnais un petit peu. En fait, tantôt, tu as parlé de Orange sanguine, qui est un peu au début plus de ton cycle d'écriture, plutôt que là, dernièrement, on a pu lire Personne seulement. Donc, toi, dans ce processus-là, est-ce que tu penses à qui écris-tu? Ben, à une inconnue, un inconnu, qui peut-être par hasard trouvera mon livre, parce que je ne crois pas vraiment que je vais être... pour l'instant, je n'ai pas été diffusée à grande échelle, donc je crois plus au hasard de la rencontre. Et puis, si un jour, je reçois une lettre et on me dit que ça a permis telle chose, ben, ça me fait plaisir. Mais je transmets à qui je m'adresse un peu à l'invisible aussi. Je mets au monde des mots, parce que pour moi, mettre au monde un mot, c'est une action. Oui. Lancer une énergie dans le monde. Et c'est pour ça que je fais attention à ce que j'écris, parce que ça crée des ondes. Et je m'adresse un peu aux ancêtres, à mes ancêtres, et puis à l'invisible. Et puis au futur, parce que je pense que le mot a un pouvoir. Et quand je transmets, par contre, ça va être directement dans des écoles, auprès de jeunes. Je vais transmettre le goût des mots et le goût d'écrire aux jeunes, mais bien concrètement par des ateliers. C'est ça. En fait, vous l'avez mentionné, les trois, là, j'avais des questions, mais là, je les tasse. Parce que vous avez parlé de cette idée de transmission, mais qu'est-ce qu'on laisse aussi? Parce que finalement, une fois que ces textes-là sont publiés, sont physiques, est-ce que vous avez encore l'impression qu'ils vous appartiennent? Lors, tu mentionnais l'importance de travailler justement avec les autres pour leur donner le goût d'écrire, notamment par les ateliers que tu fais auprès des enfants surtout. Maud, toi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de la performance, et tu viens de le nommer, c'est-à-dire cette performance-là, elle existe et elle va continuer à exister, même si toi, tu as un certain rapport différent avec. Et mais Maya, toi, tu parlais de justement les personnes qui t'interpellent après par rapport à un texte que tu as peut-être mis de côté. Donc, quel est votre rapport à cette espèce de transmission de choses que vous avez léguées peut-être à votre... peut-être de manière consciente ou non? Je ne sais pas si ma question elle est claire. Ben moi, une fois que mes livres sont publiés puis écrits, ils ont leur vie. Ouais. J'ai plus aucun contrôle là-dessus. Et c'est bien correct. C'est comme donner naissance et de laisser aller ses enfants. À un moment donné, on n'a plus de contrôle sur ce qu'ils font, mais au moins, leur adolescente est moins gossante que des vrais enfants, donc ça va. Moi non plus, j'ai pas d'enfants. J'ai des chats. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste, en fait? Parce que
ça nous appartient plus complètement. Donc. Ben, moi, j'ai une grosse névrose. Là. On dirait que j'ai bugué parce que là, j'osais pas trop, mais j'ai une grosse névrose avec le fait d'être incomprise. C'est le truc qui revient tout le temps. C'est la phrase que je dis tout le temps, tu me comprends pas, tu me comprends pas. J'essaie de parler, je m'exprime pas bien. J'ai toujours l'impression, je pose une question, je m'attends à une réponse claire. Finalement, on me raconte n'importe quoi. J'ai tout le temps l'impression d'être incomprise. Puis je pense que c'est ce qui m'a menée à l'écriture. Donc après, ça crée un rapport où quand le poème, la lecture, elle est pas près de ce que moi j'avais comme intention, ben, il faut que je travaille fort à ne pas être frustrée. Parce qu'après, j'aimerais avoir cette attitude-là de le texte appartient au lecteur, et puis, mais j'y arrive pas. J'ai comme si je suis contrôlante un peu. Ouais. Ah, Ouais. Moi, j'aime bien retourner dans mes anciens livres et les retravailler, effacer, enlever des poèmes, en rajouter, refaire justement reconstruire mon passé et avancer avec ça. Parce que ce qui est écrit, il y a des choses peut-être qu'on regrette d'avoir publié. Bon, si je vais refaire mon livre, puis voilà. Ça ne me dérange pas de refaire des fois 10 fois le même livre, parce que j'ai l'impression comme ça de revenir sur mes traces et de me réparer, puis d'enrichir aussi, d'être plus précise avec ce que je voulais transmettre. Moi, il y a des fois, je relis des textes et je me dis, c'est moi qui ai écrit ça? oui. Ou peut-être, est-ce que c'est des... Je ne veux pas avoir l'air mystique en disant ça, mais est-ce que c'est les nôtres qui sont décédés, qui viennent et qui passent des messages? Je ne sais pas, parce qu'il y a vraiment des textes que j'ai réécrits, puis je fais, oh boy, dans quel état étais-je? Mais c'est ça, en fait, j'avais une question en ce sens, c'est-à-dire que Maya, dans un entretien, je pense que c'est à Kwekwe que tu le dis, c'est-à-dire que ton écriture devient presque automatique, hein, comme si on te soufflait quelque chose. Laure, tu mentionnes souvent que tu rêves du poème. Tu sais, ça revient beaucoup, cette question du rêve dans ta poésie aussi. Et Maud, en fait, là, j'ai beaucoup écouté pour préparer cet entretien. Dans un entretien, tu mentionnes que toi, qu'est-ce qui t'a ramené, c'est un peu qui t'a habité surtout dans ta poésie, c'est ce sentiment de colère-là, mais d'une colère saine. Fait que, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos pratiques d'écriture? Comment est-ce que vous travaillez le texte? Est-ce que vous partez d'une émotion? Est-ce que vous partez d'une promenade dans la ville ou une colère? J'ai écouté les niaiseries du gouvernement, ça m'inspire, moi, c'est fou. La CAQ, que je vais leur devoir un pourcentage. Je suis quelqu'un d'un peu politisé. On dirait que naître autochtone au Canada est un acte politique. Puis ça, c'est une phrase que j'ai écrite dans un de mes poèmes, mais avec tout ce que j'ai entendu cette année, je pense à Éric Bédard qui nous compare à la préhistoire. Lui, j'aimerais ça y dire 2-3 mots en personne. Ou il dit un poème, je ne sais pas, mais c'est souvent en réaction. Je vois quelque chose, je vois un mouvement ou je vois une horreur qui est publiée dans les journaux, comme à un moment donné, quand ils ont parlé des... À un moment donné, il y avait ce reportage brillant et très bien étudié d'Isabelle Haché sur la vérité des enfants dans les cimetières anonymes, où qu'elle doutait et elle se posait la question si c'était vrai, si c'était pas le plus grand mensonge. Et peut-être un mois après, il y a la CBC qui s'est sentie obligée, je pense, de sortir un article par rapport à... Il y a une commissaire qui est justement en train d'étudier là-dessus. Et elle est obligée de publier des photos. Mais heureusement, pas graphiques, là, mais les enfants étaient enterrés par 2 ou 3 par cercueil, hein, puis ça coûte cher. Et aussi, obliger les enfants à creuser une tombe. Non, mais dites-moi dans quel pays on demande aux enfants de creuser des tombes? Hein? Au Canada? Ben oui, au Canada. Fait que je pense que le Canada a un devoir de mémoire sévère à faire et devrait se poser des questions quand il doute de quelque chose de ce qu'on dit. On nous a tellement appris à douter de nous-mêmes, de notre identité, de notre existence, de notre raison d'être, que des fois, ça redevient comme des réflexes négatifs qu'on a envers nous. Puis je pense qu'il faut arrêter de douter de soi, surtout quand on entend ces choses-là sur nos enfants qu'on a sacrifiés. Je pense que notre beau drapeau, il n'est pas rouge pour rien. Excusez-moi. S'il y a des fédéralistes dans la gang, ça n'engage que moi. Excusez. Non, mais non, au contraire, mon Dieu, c'est tellement... Là, je pense que c'est là qu'il faudrait applaudir, il me semble. Pas quand je fais une joke de moto, là. Ouais. En même temps, je suis quelqu'un qui rit aussi, puis qui va souvent faire de l'autodérision, tu sais.
Mais il y a une partie de moi que oui, qui est en colère, puis je vais peut-être l'être jusqu'à la fin de mes jours, je ne sais pas, mais je suis née à une époque où je dois dire qu'aujourd'hui, je suis en congé. Moi et ma chère cousine Yvette, on est en congé parce que l'UDM a reconnu le congé de la réconciliation. C'est un début. Puis c'est quelque chose au moins que j'ai pu voir de mon vivant parce que je ne pensais pas voir des choses de même de mon vivant. Ni de voir le respect dans les yeux des gens quand on marche dehors parce qu'à un moment donné, on me traitait de sauvage puis d'apache. Voilà. Mon Dieu. Maud, toi, tu parles d'une colère qui est un peu différente, je pense, qui est saine. Ben, je dis pas que la tienne n'est pas saine du tout, là, au contraire. Là, mais de la tienne, qu'est-ce que tu en tires, en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi un moteur de création pour toi. Oui, ben c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je pense que la colère, c'est un peu une des seules émotions que je me laisse vivre. Là. Je pense que c'est ça, j'ai peut-être besoin de thérapie, mais donc c'est vraiment une des seuls aspects, des seules émotions que je me permets de vivre, puis c'est devenu rapidement dans mon adolescence un peu un moteur d'écriture plutôt que d'autres émotions. Et puis après, je me souviens pas qu'est-ce que je voulais dire par scène. Puis, de quoi était question? Peut-être que c'est le fait de transformer tout ça en poésie qui le rend sain. Et puis là, j'imagine que ça rejoint peut-être un peu aussi ce que tu dis, c'est d'en faire quelque chose et puis de le partager avec les autres. Et puis en même temps, d'essayer d'améliorer une petite affaire dans le monde à travers tout ça, puis de ne pas rester tout seul chez soi avec cette colère-là qui, là, devient... vivable pour soi, puis et pas transformée en autre chose. C'est ça. Mais oui, tu sais, je veux dire, dans ma poésie, il y a ça, il y a cette frustration-là. Mais tu sais, moins dernièrement, là, je pense qu'en vieillissant, je me ramollis aussi, là. Mais il y avait beaucoup de frustration envers, je sais pas si j'ai besoin de déplier tout ça, là, mais envers le monde. Oui. Laure, toi, quand je te lis, je me sens toujours très calme après. On dirait que dans tes textes, il y a une sagesse qui habite tes textes. On dirait que, je ne sais pas, est-ce que tu veux nous parler peut-être de cet état-là dans lequel tu es quand tu écris, toi? Parce que tu le retravailles beaucoup, ton texte, tu l'as nommé, tu y reviens souvent. C'est un travail minutieux, c'est un travail de longue haleine aussi, pour ce que j'en comprends. Oui, je sais pas. Je sais pas si c'est de la sagesse de calme ou bien une colère qui serait pas dite. Tout est possible parce que la pensée de sagesse, ça peut être le complément de quelque chose qu'on retient aussi, et c'est pas incompatible. Donc la poésie travaille beaucoup avec les silences, et on peut lire ce qui est écrit, mais on peut lire ce qui est le complément. Oui, c'est ça. Dans le vide du poème. S'il y a des sagesses que je peux partager sans le savoir, tant mieux. Mais de quoi ça vient? Ça vient de, je ne sais pas, de l'idée du présent, je pense, de vouloir habiter le présent et surtout habiter les mots, parce que justement, il y a des ruptures de pays, il y a des ruptures de transmission, puis le seul moyen d'être au monde, c'est d'habiter quelque chose, et le poème peut être habité, mais il faut beaucoup de densité pour avoir cette sensation d'exister, de se ramener à la terre. C'est un peu ça. C'est ça. J'ai encore du temps, hein? Oui? OK, parfait, super. C'est ça. Une chose que j'ai remarquée aussi en vous lisant et en vous relisant dans certains cas, c'est qu'on dirait qu'il y a cette volonté d'habiter des univers aussi, mais de les montrer justement à un public. Il y a ces imaginaires-là du lieu, j'ai l'impression que vous construisez, que l'univers peut être musical, ancestral, urbain, peu importe, mais on dirait que vous êtes ancré à la fois dans votre territoire, dans votre environnement, et vous êtes marqué par les gens, les divers éléments qui l'entourent. Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé dans vos lectures, dans mes lectures. Donc, pouvez-vous un peu me parler de cette espèce de... de ce lieu que vous habitez finalement et que vous mettez en scène quand même dans vos textes, là, de ces différents lieux? Je pense que comme
Quand je parlais tantôt d'écrire beaucoup en marchant, il y a tu sais, évidemment tout ce rapport-là avec la ville qui se construit, avec le corps qui est dans la ville, le corps qui bouge, le corps. Puis ensuite, quand on est sur la scène avec notre corps devant les gens, puis il y a comme tout ce... On dirait que j'arrive pas à penser le poème flottant dans l'air, même si je sais que plein de poètes travaillent de cette manière-là, mais pour moi, j'arrive pas à attraper quelque chose. Peut-être que j'écris beaucoup avec les yeux, finalement. Je vois le monde et j'aimerais que les gens le voient un peu par l'entremise de mon regard. Donc, c'est sûr que je parle de ce qui m'entoure, de la ville de Montréal, que je trouve tellement étrange et parfois belle, mais parfois absolument dégueulasse, mais avec toutes ses complexités. Puis j'ai aussi beaucoup écrit sur la Beauce, qui est ma région d'origine, qui est encore une fois une région particulière. C'est un peu, je le dis souvent, là, mais les États-Unis du Québec, donc on est vraiment à la frontière du Maine, dans un rapport, c'est sûr, s'il y avait un référendum, là, les Beaucerons, ils voteraient pour être le 52e État. Là. Ils quitteraient, sans aucun problème, ils quitteraient le Canada. Ah oui. Ils sont là, je pense. Mais après, peut-être que les Beaucerons sont super frustrés quand je dis ça, mais je veux dire, on se promène dans les rangs puis il y a des drapeaux des États-Unis. Ah oui, ok. C'est ça la réalité. Là. Puis, tu sais, c'est un rapport à la terre qui est complètement juste lié au travail, à l'exploitation. Donc, encore là, il n'y a pas... personne ne fait du ski de fond en Beauce. Là. Tu sais, tu fais de la raquette parce que tu travailles à cabane à sucre. Là. Donc, c'est un autre rapport au territoire, à l'espace, aux arbres, à la terre, à tout ça. Tu sais. Donc, je pense que c'est ça aussi que j'essaie de présenter. Puis ça, c'est peut-être moins mon rapport à moi, mais c'est celui des autres. Puis je ne veux pas l'encenser, c'est absolument pas ça, mais plutôt montrer qu'il y a autre chose qui existe et puis on peut... pour ce que c'est, tu sais. C'est un peu juger si vous voulez. Ouais. C'est entre vos mains maintenant. Il y a ce partage quand même de cette réalité-là qui est important quand même pour toi. Répète un peu la question. Ma question, c'était... Mon Dieu, je ne me rappelle même plus. Ma question, c'était de les lieux qui habitent votre poésie, en fait, les différents lieux, que c'est le territoire ancestral, le territoire urbain, le territoire musical même. Cette semaine, avec le bel article sur Hydro-Québec et ce que les communautés Inuits doivent à Hydro, il y a une vidéo qui se promène en ce moment où on voit le territoire inondé de gens de ma communauté. Et je ne sais pas quel territoire je peux encore habiter parce que c'est tout percé par des lois, des mesures, des politiques. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Fait que j'ai plus l'impression depuis quelque temps de contre-habiter le territoire, puis pas à mon goût. Voilà. Comment pour toi ça s'incarne dans le poème? Je fais des nids de poules poétiques. Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui se promène beaucoup avec son cellulaire et j'écris beaucoup avec mon cellulaire. Sans doute inspiré. Mais j'écrivais déjà avant de rencontrer Lee Miracle, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années et que ça me rend très triste. Mais elle pouvait écrire un livre sur son iPhone. Elle prenait le vol de Vancouver à ici, puis elle arrivait avec le 3/4 de son roman d'écrit. Ça, j'étais verte de jalousie, mais moi, c'est plus la poésie que j'écris dans mon cellulaire. D'ailleurs, mon 3e recueil est dedans. Et juste pour amener un peu de douceur dans tout ce que je dis, mon 3e recueil va s'appeler La bienveillance du chat noir. Ça fait changement à ce que je dis. Là, Moi, j'ai plus l'impression que c'est le territoire qui m'habite au départ, c'est celui de l'enfance, c'est la presqu'île où j'ai grandi, qui est entourée par les marais, des grandes marées, pas loin du Mont-Saint-Michel. Donc c'est vraiment, j'ai grandi avec ce paysage qui change 4 fois par jour, où la marée monte, elle descend, puis et les lumières changent tout le temps. Et le rythme de la mer et ce changement perpétuel habitent tout ce que je fais. Tout ce que je suis, mais tout ce que je fais aussi. Mes poèmes sont habités par cette musique et par l'obsession du changement, de la métamorphose. Mais je suis sûre que c'est le territoire qui m'a transmis ça, par contre. Oui, c'est ça, on le sent. Ça doit être la musique de ta poésie qui m'apaise quand je te lis. Okay. C'est la mer, c'est la mer. Ça s'incarne en moi. OK, parfait. Là, j'ai aucune idée du temps seulement.
Il reste un 5? OK, je vais choisir mes questions. Mais en fait, il reste un 5 minutes. J'ai envie de plus parler et de vous entendre encore. Je sais pas. Mais peut-être une. Pourquoi a-t-on besoin de poésie? Et ensuite, je vous ferai lire, juste pour qu'on puisse vous écouter encore et encore. Parce que. Oui, pourquoi a-t-on besoin de poésie? Parce que là, j'arrive aussi avec une question de l'étudiant. Madame, je ne comprends pas la poésie. Pourquoi il faut lire ça? Pour faire attention au langage, pour faire attention aux mots qu'on prononce, aux mots qu'on nous dit, pas gober tout ce qu'on nous dit. Puis le poète prend soin des mots. Qui prend soin des mots, à part les poètes? Je ne sais pas. Je vais noter ça. Puis la prochaine fois qu'on me pose cette question, je vais... Laure Morali a dit que... Non, d'autres le disent, c'est pas moi. Maud, pourquoi la poésie? Pourquoi a-t-on besoin de poésie? Ben pour moi, la poésie, c'est un territoire de recherche, d'exploration. J'ai l'impression que, justement, comme Laure le dit, que les mots sont précieux, mais on peut jouer aussi avec eux, on peut en faire, on peut s'amuser, on peut faire aussi ce qu'on veut. Puis la poésie, c'est le terrain où on peut créer des images, on peut construire de la pensée, que moi, je trouve rapide. Je dis toujours rapide, même si on a ce rapport-là aussi à la poésie qui est dans la lenteur. Pour moi, de la poésie, ça permet de réfléchir en fusée. Là. Tu peux faire des enchaînements puis réfléchir extrêmement vite. Puis ça, parfois, je trouve qu'on n'est pas assez dans ce jeu-là, construire des nouveaux concepts avec la poésie, penser à des choses auxquelles on n'a pas encore réfléchi, inventer des mots, bon, tout ça. Donc la poésie, ça sert juste de territoire d'exploration pour s'amuser avec le langage et puis voilà, avoir du fun. C'est ça. Rappeler le plaisir aussi qui est lié à l'écriture et à la lecture aussi. Ouais. Maya? Moi, la poésie, on me disait souvent, quand j'ai publié mon premier recueil, comment la poésie, c'était pas in ou comment ça se vendait pas. Et moi, je vois plus le contraire. La poésie peut aussi, elle peut nous faire assassiner si on écrit en Russie. J'ai toujours, une de mes ambitions politiques est d'être sur la blacklist de Poutine. Ça, c'est des pensées de poètes et d'artistes un peu bizarres. Mais la poésie peut aussi amener de la sensibilité là où on pensait qu'il n'y en avait plus. Elle peut aussi accompagner les deuils. Parce que je me rends compte que le corps a une mémoire. Il y a la mémoire du deuil. Et pourquoi j'ai tellement ces temps-ci d'émotions? Demain, c'est la vigie pour Joyce Echaquan. Et ça a été une horreur de constater que l'horreur existe. Mais aussi, la poésie, elle amène de la douceur. Parce que moi, je termine une résidence d'artiste à la biosphère. Et demain, si la biosphère va être illuminée en violet, c'est parce que je l'ai demandé. Wow. Moi qui ne pensais pas avoir cette influence-là, mais j'encourage tous ceux qui vont venir après nous à oser, à écrire, à être poète, puis à essayer de changer la couleur de la ville parce qu'elle en a besoin. Mm-hmm. Voilà. Merci. Avant de passer aux questions du public, j'aimerais inviter nos écrivaines à peut-être nous lire un dernier texte juste pour terminer le cycle. Si jamais... Moi, je ne sais plus quoi lire. Je vais chercher. Je pourrais faire une petite musique. Entre-temps, vous pouvez penser à vos questions. Oui, c'est ça. On a tous lu nos poèmes en première partie. Hein? Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai tout lu. Quelque chose que vous... Juste quelque chose que vous souhaitez transmettre à votre tour, laisser à votre public, en fait. Léguer à votre public. J'en ai un, là. Oui, OK, bien là. Dans personne seulement. Oui. Si nous soignons les plantes comme nos enfants, nous verrons nos mères. Ma grand-mère me l'a appris en revenant vent sur l'hibiscus. Si nous perdons l'enfance de la terre, berçons-la. Nous deviendrons l'arbre de notre jeunesse, tellement de mers, de rivières parcourues, sources, rochers, tous ces vents, ces mains, nous aurons fait des branches, pieds enracinés, paumes ouvertes au soleil, le visage bleu des vieux sages qui se nourrissent de lumière.
Des prophètes. We are of course des prophètes. Quand je parle, je ferme le poing, je suis prête à me battre. Je ferme le poing au bord de ma mâchoire comme on m'a appris à le faire. J'attends que le coup vienne, il vient toujours. Vivre sans coup, ça ne se peut pas. Il y a la volonté d'arriver à prédire ne serait-ce que la prochaine minute. On se concentre sur la seconde qui vient, sur les gestes simples. Mais la chair traumatisée n'entrevoit que le pire. C'est un mécanisme de survie. C'est pas très joyeux. Moi, c'est un poème qui va paraître dans mon 3e recueil. Ça fait longtemps que je l'ai. J'ai été impliquée dans l'affaire Kanata et je suis, contrairement aux attentes, devenue amie avec Mme Nouchkine. Et en réfléchissant et tout ça, j'en suis venue à écrire ce texte. Je marchais et je suis tombée face à Notre-Dame qui était en train de survivre de son incendie. Et quand ça a brûlé, d'ailleurs, j'étais avec mes collègues architectes et on a une partie équipe nordique Première Nation et l'autre préservation du patrimoine. Fait que, croyez-moi que cet après-midi-là, il y avait des larmes de sang qui coulaient là, de voir Notre-Dame brûler. Même si je suis quelqu'un qui n'est pas catholique, Notre-Dame a quelque chose de spécial. Au pied de Notre-Dame. Errance d'une sauvage sur le béton de Paris. La mène au chevet de Notre-Dame, qui, affligée par un feu intérieur, cette flamme dévorante, peine à rester digne et droite. Sera-t-elle survivante ou magnifique, gisante? De ces clergés arrogants, de ces fous d'un Dieu, qui fut instrument inquisiteur, douleur et colère. Mon courroux décolonial retient son souffle auprès de toi, gente dame. Te voir au-delà des sacrilèges, mesurer ton histoire, mesurer ta mémoire. Je calme mes chevaux de l'Apocalypse, car ombrageux et piaffant nommés, violence, rage, rancune et mépris, afin de te souhaiter de renaître. Au revoir. Merci beaucoup pour votre générosité. Un grand merci, franchement. Et là, j'inviterai le public à poser des questions. Nous avons un micro que je peux... seulement, vous pouvez aller vous porter. Il s'agit de lever votre main et de partager. Ça peut être un commentaire, n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Juste dire que c'était merveilleux. C'est super aussi. Bien, merci à vous trois, à vous quatre. Hein? C'était vraiment magnifique. C'est aussi très inspirant. J'adore la poésie. J'écris de la poésie, j'en lis, j'en écris, comme je viens de dire. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, vous avez parlé de votre moteur de création, vos moteurs de création. Comment vous en arrivez à avoir un projet d'une suite poétique? Comment ça prend forme? C'est quoi l'étincelle? Comment vous arrivez là? Moi, c'est ce que j'aimerais vraiment savoir, entre autres. Qui veut se lancer? Moi, je peux y aller? Oui. On peut écrire de façon très libre. C'est ce qui m'arrive aussi, comme vous, quand je me marche, à n'importe quel moment de la journée, surtout en mouvement d'ailleurs. Mais c'est c'est tout simplement quand j'ai une dizaine, voire 20 poèmes qui parlent à peu près des mêmes thématiques et qui sont dans le même univers, qui tournent autour de la même question, que là, je me dis, ça serait un beau projet. Donc, personne seulement, il y avait l'obsession de Leonard Cohen. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça a démarré quand je suis allée voir l'exposition à la Place des Arts. Et puis, je n'ai pas pu m'arrêter, puis ça revenait. Puis donc un jour, ça a pris 4 ans, j'ai travaillé autour de cette thématique. Et ensuite, c'était publié, puis c'était fini. Il n'était plus là. Il est parti. Je sais pas. Ah oui! Moi, c'est comme si ça devenait un corps étranger à un moment donné qu'il fallait qu'il sorte. Puis une fois qu'il est sorti, je peux passer à autre chose. Ah. Puis je suis plus quelqu'un qui... Je vais vivre ma joie, mais je vais écrire ce qui me dérange, ce qui me rend mélancolique. Donc, dans votre cas, c'est comme on parlait de colère, cette colère, ce serait le fil qui vous amène dans une suite. Oui. Puis de toute façon, avec ce qu'on voit aujourd'hui, j'ai de quoi être en colère longtemps.
Maud avait dit. Ah, mais je sais pas quoi, je sais pas trop quoi répondre. Ah, mais en mais même temps, moi, je dirais que je ne sais plus. J'ai aimé votre question parce que j'avais hâte de vous entendre parce que j'ai besoin de guidance à ce sujet. J'ai fait mes livres dans le passé de manière naturelle. J'étais jeune, je me posais pas de questions. J'écrivais des textes, j'allais dans des micros ouverts, j'écrivais, mon éditeur prenait le truc, ça devenait un livre. Et puis là, je sais plus comment on fait un livre. Je suis complètement perdue, je fais rien, je fais juste des tonnes de documents dans mon ordi, puis je fais juste republier mes recueils partout jusqu'à temps que je les republie. Écrits en martien. Puis je sais plus. Fait que Mais je tous le les sais pas. documents que. Peut-être que tous les documents vont en devenir un seul encore. Peut-être une qu'à un fois. moment donné, je vais faire une espèce de livre pour tout, puis ça va être un moton. Je sais pas. À suivre. Ouais. Seulement, je pense qu'il y avait une question. Est-ce que, là, je vois que vous êtes publié. Est-ce que c'est important pour vous d'être publié? Ou est-ce qu'on peut juste écrire puis laisser ça dans nos tiroirs et dire j'ai passé ma colère ou sans avoir de public, sans avoir personne qui lit ça, là? Est-ce que pour vous autres, c'est important que ce soit publié et que ce soit lu? Moi, c'est pas important que ce soit lu, mais c'est important que ce soit publié parce que ça me permet vraiment de passer à autre chose, de ne pas rester comme je veux dire, retenu par quelque chose qui est déjà fini dans ma vie. Mais si le recueil est pas, si je le laisse pas aller comme une bouteille à la mer, si je m'en débarrasse pas, ça m'empêche d'avancer. Alors c'est important pour ça. Mais sinon, on peut écrire sans publier, c'est pas un problème. Je vais dire pareil. Non, mais c'est vrai, je suis personnellement dans le même sentiment. Après, je pense que c'est possible pour les autres, hein, d'écrire sans publier. Et puis, il y a plein d'artistes d'artistes de la parole qui écrivent, mais qui font que lire sur scène. Et puis ça aussi, c'est une autre manière d'exister en littérature. Et puis, on peut aussi être lecteur. C'est très bien être lecteur et lectrice. Et puis, écrire pour soi, c'est génial aussi. Tout ça, ça fait partie de cet écosystème-là. Hein, sinon, ça s'effondre. Moi, c'est important, oui. Bien, ça a été important, mais ça fait 20 ans qu'on attendait mon premier recueil. Quand les premiers salons du livre des Premières Nations ont commencé à apparaître, je publiais dans des collectifs. Puis je me rappelle de Louis-Carl Picard-Sivoux qui me disait « Quand est-ce que tu arrives avec ton recueil? » Il a attendu 20 ans, le pauvre. Mais je voulais m'assurer de peut-être pas sortir n'importe quoi, puis de peut-être pas juste profiter d'un mouvement. Et c'est vraiment revenu avec beaucoup de mijotage, puis beaucoup de raids dans le métro, parce qu'il y a des poèmes qui touchent le métro dans mon premier recueil. Et d'ailleurs, c'est un beau moyen d'écrire, faire 2-3 lignes là, de métro. Parce que c'est pas des lignes que je fais, mais des lignes de métro, oui. Puis c'est un bon moyen d'écrire et d'observer les gens, parce que les gens qu'on voit passer là, il y a de tout, là. Et pour moi, c'était un rêve de voyager, que mon écriture me fasse voyager, pour pouvoir arriver, quand je peux parler à des jeunes, on me fait beaucoup parler à des non-autochtones, mais les quelques fois où je peux parler à des autochtones, je suis très contente de leur dire que oui, écrire fait réellement voyager, puis si ça vous intéresse, puis si c'est quelque chose que vous êtes doué, osez, parce que moi, dans à peu près 2 semaines, je m'en vais à Paris. J'ai été invitée à une table ronde à la bibliothèque François Mitterrand, donc à cause de mes écrits. Fait que je crois que pour moi, c'est important de le faire, de porter une voix, parce que, veut pas, quand on nous engage dans plein d'organismes non autochtones, on nous fait porter de manière inconsciente le poids de représenter l'ensemble de nos nations. Même si on leur explique que les Inuits, c'est différent des Anishinabés, puis les Anishinabés, c'est différent des Abénakis, sur bien des choses. Donc, quand on a ce poids-là inconscient, bien, on veut s'arranger pour y faire honneur, puis aussi susciter la curiosité des autres pour venir nous voir. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je pense que oui. Oui, on me fait signe que oui. Alors. Ma question, c'est comment vous recevez les différentes interprétations que les gens font de votre poésie? C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a comme une lecture ouverte de la poésie. Ce n'est pas un manuel de procédure, là.
c'est quelque chose que chacun lit librement et parfois il y en a qui viennent vous dire une interprétation et peut-être c'est pas ce que vous aviez pensé dire. Voilà. Ben, c'est sûr que la personne, elle s'approprie le poème, puis elle va l'appliquer à sa réalité. Puis ça, c'est bien correct pour moi, là. Si elle vient m'en parler pour me dire son interprétation puis sa compréhension, ben c'est des visions qu'on échange. Tu sais. Puis des fois, je ne veux pas non plus imposer la mienne. Je l'ai déjà imposée en publiant le livre, mais après, comment la personne l'accueille et l'intègre dans sa vie, ça lui appartient. Mais au moins, elle l'a. Moi, j'en ai parlé un peu tantôt, là, de mes rigidités. Mais j'avoue que ça, c'est moi personnellement. Après, je sais bien que le texte, le poème est libre, puis il existe, et puis faut que je m'assouplisse un peu. Mais après, comme tu dis, c'est aussi des visions. Puis peut-être que j'aime ça, moi, déplier ce que j'ai eu envie d'y mettre. Et puis le lectoriste, ben, il fait ce qu'il veut. Puis, c'est peut-être dans le dialogue, puis dans la conversation qu'on peut arriver à quelque chose de commun. Puis j'essaie de me nourrir aussi de ça. Mais c'est rare, en fait, que les gens viennent... Il y a les critiques là, qui viennent avec leurs interprétations, puis eux, des fois, on dirait qu'ils veulent juste nous donner un coup de bâton. C'est rare que c'est les lecteuristes qui viennent nous dire « Ah, ce poème-là, je l'ai perçu comme ça ». Ou c'est rare qu'ils vont être à côté de la plaque. Parce que justement, ils vont être dans un ressenti, puis ils vont le... On peut pas... si vous, un poème, vous dites « Ah, ça m'a fait penser à ma grand-mère parce qu'il y a des pêches », mais je peux pas vous ostiner sur le lien que vous avez fait. Là. Vous avez le droit de le faire. Mais voilà. Donc, je pense que c'est peut-être plus les critiques qui m'agacent, finalement, plus que les lecteurs. Moi, je prends ça comme un cadeau parce que comme mes poèmes sont très épurés, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'espace pour l'interprétation, puis c'est des fenêtres que j'ouvre à tout le monde pour qu'on se les approprie, justement, puis qu'on les regarde de différents angles, les poèmes. Et des fois, il y a des révélations, des personnes me disent « Ah, j'ai vu ça » ou « Ça veut dire ça ». « Ah, merci, je ne l'avais pas vu comme ça ». Et pour moi, c'est comme si on venait me montrer une autre facette de cette sculpture que j'ai faite pour ouvrir des champs d'interprétation. Merci. Donc voilà, je pense que l'événement le midi tire à sa fin. Encore une fois, je veux vous remercier, Maya, Maude et Laure, et à vous tous et toutes d'être présentes aujourd'hui et d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc voilà, merci beaucoup et bonne journée.